Aujourd'hui, je vous parle de ma stratégie d'investissement. Ma stratégie, je dis pas qu'il faut que vous fassiez ça, je remettrai sûrement le bandeau en bas là. Je suis pas consultant en investissement, démerdez-vous. Alors, qu'est-ce que je fais moi? Déjà pourquoi? Pourquoi? Ma vision du monde, c'est que effectivement, on est dans un monde compliqué. Il y a tout un tas de gens qui veulent s'en prendre à notre force de travail, à notre argent, qui ont envie, eux, de s'enrichir sur votre dos à vous, qui veulent que vous travaillez pour eux, tout simplement. Et là-dedans, on peut mettre tout ce que vous voulez. Vous pouvez dire c'est les méchants patrons, très bien. Vous pouvez dire c'est les méchants capitalistes financiers, très bien. Vous pouvez dire c'est les méchants fonctionnaires, très bien. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui bosse, vraiment. Et puis de l'autre côté, qui bosse pas. Et mon idée, c'est quand même que les gens qui bossent pour de vrai, ils devraient profiter de leur travail, quoi. J'essaye de sortir ma famille de la merde, parce que voilà, je vais vous dire très franchement, je suis pas né vraiment dans la merde. Je suis né dans la petite classe moyenne, voilà, les gens qui se lèvent tôt le matin pour aller bosser et qui épargnent un tout petit peu, pour avoir de quoi être propriétaire de leur maison. Moi, mon objectif, c'est d'aller un peu plus loin que ça. Je sais que c'est pas ma génération qui va en profiter. J'espère que c'est la génération qui vient après moi qui va vraiment en profiter. Je suis pas dans une optique FIRE où je vais travailler pendant des années et puis arrêter de travailler très vite. Non, moi, je veux être en capacité d'arrêter de travailler très vite. Je suis déjà plus ou moins en capacité d'arrêter de travailler, d'ailleurs, très honnêtement. C'est pour ça que je m'amuse sur YouTube. Mais je vais continuer parce que je veux que mes enfants ne soient pas obligés de travailler. Et l'idée, c'est pas qu'ils arrêtent de bosser. Non. L'idée, c'est qu'ils puissent faire des travails utiles pour la société, pour la collectivité, tout en n'ayant pas le couteau sous la gorge financier. Aujourd'hui, si tu veux être prof en université, par exemple, si tu veux être chercheur, tu vas pas faire fortune. Donc, j'espère que mes enfants sont suffisamment fortunés pour avoir à la fois un bon niveau de vie et pouvoir être chercheur, par exemple. Chercheur, officier, médecin. Il y a plein de métiers comme ça qui sont très utiles et où le rapport temps travaillé versus argent gagné n'est pas forcément optimal. Donc, plus mes enfants seront à l'aise financièrement en démarrant leur carrière, plus ils pourront s'orienter d'abord sur des choses qu'ils ont envie de faire et qui sont utiles, plutôt que sur des choses qui rapportent de l'argent. C'est ma philosophie. Comment je fais pour investir? Alors moi, c'est un petit peu particulier. J'ai commencé par investir sans trop le faire exprès dans des entreprises, dans des actions. C'est la toute première chose dans laquelle j'ai investi. Et pourquoi? Parce que j'ai monté des boîtes. J'ai monté des boîtes assez jeunes. J'ai démarré la première boîte en 2009, donc j'avais 22-23 ans. J'ai attendu que le statut d'auto-entrepreneur soit créé, premièrement. Deuxièmement, j'ai monté des boîtes ensuite parce que j'intervenais en tant que prestataire et puis des gens avaient des projets pour lesquels ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour me payer à ma juste valeur. Et du coup, en échange, j'ai pris des parts. J'aurais facturé pas cher et j'ai pris des parts dans le projet. Voilà. Et l'idée, c'était, avec cet argent, d'être payé plus tard pour le travail que je faisais aujourd'hui. Donc, j'ai commencé par investir en actions et en fait, assez vite, c'est devenu assez significatif. Parce que, selon les cas, il y avait différentes formules de calcul, mais comme les boîtes, certaines ont marché, des boîtes dans lesquelles j'ai participé, le capital immobilisé dans ces boîtes est devenu conséquent. Après, il faut avouer que quand on arrive dans la vie à moins de 30 ans avec cette situation-là, où on a un petit peu de revenus passifs, je vous parle de quelques milliers d'euros par an, c'est pas non plus délirant, quelques centaines d'euros par mois, où on a une activité qui rapporte assez bien, on est quand même plutôt bien loti. Et c'est notamment comme ça que j'ai pu acheter ma première maison. Et ça vient au point 2. Voilà, moi, j'ai investi dans les entreprises dans lesquelles je travaille. C'est pas donné à tout le monde. Après, si vous avez des plans d'épargne salariale, des trucs comme ça, n'hésitez pas à en profiter parce que les plans d'épargne salariale, si vous êtes dans une bonne boîte, ça peut vous permettre d'avoir des primes qui ne sont pas imposées. C'est-à-dire, voilà, si votre salaire vous convient, si vous arrivez à vivre avec votre salaire, vous voulez quand même investir et votre boîte vous propose de vous mettre des primes sous forme d'épargne salariale, ça peut être un bon moyen de se constituer un trésor de guerre défiscalisé assez conséquent pour quand vous achèterez par exemple votre résidence principale ou des choses comme ça. Il y a un certain nombre de cas hors départ de l'entreprise où vous pouvez débloquer cette épargne salariale. L'épargne dans les entreprises, c'est quand même un bon moyen d'avoir un certain contrôle sur ce que va devenir ton épargne. Évidemment, c'est du cas par cas. Là, je ne vous donne pas de conseils. Encore une fois, je vous donne un avis.
Moi, c'est ce que j'ai aimé en investissant dans les boîtes où je bossais. C'est que voilà, j'avais un contrôle, c'est-à-dire des fois, je faisais du boulot le week-end que je n'ai pas forcément intégralement facturé à mes clients. Voilà, j'ai pris sur moi de faire des trucs en plus parce que ça faisait augmenter le chiffre d'affaires directement et que je savais que ça me rapportait indirectement. Ensuite, la résidence principale. La résidence principale, pour moi, il ne faut pas vraiment se focaliser sur la question acheter sa résidence principale ou pas. Pour moi, le vrai premier investissement que tu peux faire, si tu ne peux pas faire cet investissement-là de voir comment ton temps peut te rapporter plus par rapport à ton métier aujourd'hui, c'est d'investir dans la réduction de tes dépenses. La résidence principale peut en faire partie. Dans mon cas, ça a été le cas. C'est-à-dire, moi, j'étais locataire, je payais à peu près 700 balles par mois pour un appart qui allait pour moi, ma conjointe, et où il y avait une chambre en rab. Voilà. On a acheté une maison où on a divisé par 2 le coût mensuel. Et avec l'argent complémentaire, on a pu faire d'autres investissements. Donc, investir dans la réduction de tes dépenses. Donc, si ta résidence principale implique que tu vas dépenser plus tous les mois, c'est pas forcément une bonne idée. Ça dépend évidemment de plein de choses. Ça dépend dans quel quartier, ça dépend si les prix ont tendance à monter ou à descendre. Mais il faut bien garder à l'esprit qu'aujourd'hui, en valeur absolue, l'immobilier est plutôt haut par rapport à ce qu'il a été dans le passé en temps de travail. Moi, c'est ça l'indicateur que je regarde sur l'immobilier. C'est combien d'années de travail à temps plein il me faut pour payer une maison. Voilà. Et si tu prends cet indicateur-là sur plusieurs décennies, on n'a jamais dû autant travailler en nombre d'heures pour se payer une maison. Donc si cet indicateur-là, tu arrives à le calculer dans ta région et que tu vois que c'est vraiment beaucoup, alors peut-être que l'immobilier est dans une bulle dans ta région. Et si en plus ça te pourrit ton budget mensuel, alors c'est peut-être pas une bonne idée d'acheter sa résidence principale et il faut peut-être aller sur d'autres trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme type d'investissement que tu peux faire pour réduire tes dépenses? Alors, moi, je suis assez mal placé pour faire des généralités. Je parle vraiment de mon cas particulier. Moi, j'habite à la campagne. Et à la campagne, voilà, il y a l'immobilier qui est pas cher, donc j'ai acheté ma résidence principale. J'ai aussi acheté ici même, qui est mon bureau. Et donc, c'est à la fois une réduction de dépenses, parce qu'avant, je payais un loyer pour mon bureau, et puis un investissement assez souple, parce que ici, c'est une maison. C'est une petite maison qui fait 35 mètres carrés, mais qui peut très bien accueillir une personne. Et donc, je pourrais très bien revendre plus tard pour qu'une personne y habite. Et moi, ça me paraissait mieux que de faire un achat d'un bureau en ville. Déjà, ça me simplifie la vie, c'est dans mon village, c'est pas loin de chez moi. Je peux accueillir des gens, c'est pas chez moi. Et en plus, ça peut être vendu assez facilement. Bon, c'est encore une fois mon exemple. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait de l'investissement dans de l'isolant. Ça, voilà, c'est con, mais tu peux isoler ta maison. Et même si tu es locataire, des fois, ça peut valoir le coup d'isoler quand même si tu restes longtemps dans ton logement pour faire des économies de chauffage tous les mois. Typiquement, moi, j'ai acheté un poêle à bois. Mon poêle à bois, il m'a permis de faire d'énormes économies de gaz et il a été rentabilisé en 2 ans. Voilà. 2 ans pour le rentabiliser. Évidemment, c'est mon calcul. Je ne dis pas que dans votre cas, ce sera 2 ans. Moi, par exemple, le bois, je l'ai vraiment pas cher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? La voiture, c'est un poste de dépense très important. Il faut faire en sorte d'avoir une voiture qui vous coûte pas cher et qui est fiable. Et ça, c'est très difficile. Je ne vais pas vous donner de conseils. Ce n'est pas du tout ma spécialité. Mais en tout cas, moi, je suis le coût de mes voitures. Un autre exemple encore, c'est que moi, je réduis les dépenses alimentaires. Comment je fais? Alors, je produis un peu de légumes dans mon potager. Surtout, j'achète en gros. Notamment par exemple les pommes de terre, je les achète une fois par an à un producteur, on les stocke à la cave et ça me revient vraiment pas cher au kilo. La viande, je l'achète sur pied, j'achète des animaux. Alors parfois j'achète un quart de vache, parfois j'achète un veau, parfois j'achète un cochon. Je le fais abattre à l'abattoir, je le fais pré-découper à l'abattoir et on finit la transformation à la maison. Voilà, ça nous permet d'économiser pas mal sur la viande. Mais par contre, il faut faire des investissements, il faut acheter un congélateur, il faut acheter le matériel, il faut avoir de la place pour faire ça. Donc moi, j'ai fait tous ces investissements qui me permettent de réduire le coût de la vie et surtout qui m'ont permis de largement augmenter la qualité des produits que je consomme et que je donne à mes enfants. Et en fait, c'est plus ça qui m'intéressait personnellement. À la fin, effectivement, ça me revient grosso modo à acheter l'entrée de gamme au supermarché. Par contre, j'ai vraiment de la viande qualité boucherie
Et j'ai vraiment des légumes du potager qui sont bons, qui sont bio, enfin qui sont même mieux que bio, hein, parce qu'il n'y a vraiment aucun produit dedans. Enfin, ça demande un investissement en temps, ça demande un investissement en argent. Ce qui est important, c'est de le suivre, c'est d'être capable de l'évaluer. Moi, je sais que c'est rentable pour moi, je sais quels légumes sont rentables, par exemple. Par exemple, les courgettes, pour moi, c'est hyper rentable dans mon sol. Et je sais quels légumes sont pas rentables. Les tomates, c'est pas terrible. Je les fais quand même par plaisir, mais c'est pas terrible. Tous ces trucs où tu peux travailler un petit peu, c'est du temps qui n'est pas taxé. Ces calculs-là, surtout quand tu es entrepreneur et que tu maîtrises le temps que tu peux passer pour tes clients, ben, ça peut être utile d'avoir une approche vraiment mathématique, comptable, en disant, voilà, j'ai passé tant de temps. Vous n'êtes pas obligé de le faire à la seconde, hein, vous pouvez le faire en ordre de grandeur. Vous pouvez le faire à la louche à 10% près. Mais vous savez si c'est plutôt intéressant, comme mes courgettes, si c'est plutôt pas intéressant, comme mes tomates, ou si c'est plutôt vraiment une perte nette. Et là, vous laissez tomber. Voilà. Moi, il y a des trucs que j'ai essayé de planter. Les haricots, par exemple, c'est pas rentable du tout. C'est pas rentable du tout, dans mon cas, les haricots. Donc, je fais pas de haricots. Il y a plein d'autres choses. Si vous êtes en ville, il faut vous poser la question, voilà, est-ce que c'est plus rentable d'avoir une voiture ou plus rentable de prendre un abonnement transport en commun et de louer une voiture quand vous partez en vacances et d'abandonner le garage, etc. Il y a plein de choses comme ça. Posez-vous la question sur chaque aspect de votre vie quotidienne. Où est-ce que vous pouvez faire des dépenses et où est-ce que vous pouvez faire des investissements pour réduire vos dépenses. Et à la fin, voilà, il y a la résidence principale qui peut rentrer en compte. Moi, personnellement, j'aime bien investir dans l'immobilier. Donc, j'ai ce bureau, une autre petite maison un petit peu similaire à celle-là qui a une chambre en plus que j'utilise pour faire de la location saisonnière. Et enfin, j'ai ma résidence principale. J'ai aussi de l'investissement immobilier sur les marchés. J'achète des foncières cotées, qui sont des entreprises, qui sont légalement obligées de vous verser des dividendes tous les ans. Donc ça réduit un peu le risque de perte nette de votre capital, parce que tous les ans, vous avez une rentrée d'argent qui rentre, et moi, en fait, je la réinvestis. Mais bon, c'est la loi française qui fait que les foncières cotées qui sont en France ont cette obligation-là. Et j'ai aussi un peu de terre agricole, j'ai du terrain forestier. Le terrain forestier, ça me fait réduire aussi mes dépenses parce que je fais mon bois. Encore une fois, j'ai calculé et je l'ai comparé au prix du marché. Je suis à peu près équivalent, je suis un tout petit peu en dessous, mais comme j'aime bien ça, faire mon bois, ben je le fais. Et les années où j'ai pas envie de faire mon bois, où j'ai d'autres priorités, je l'achète. Mes investissements immobiliers, en fait, ils ont été intégralement financés par la réduction de mon coût mensuel. Moi, ce que je me suis dit, c'est que je paye X en loyer, j'investis tout ce loyer dans de l'immobilier. Je pense que ça, c'est hyper important à comprendre, c'est que votre capacité d'épargne, elle doit être répartie. N'achetez pas la plus belle maison que vous pouvez vous payer. Achetez une maison dans un appartement satisfaisant, correct, mais qui vous permet de réinvestir à côté. Si vous ne pouvez pas faire ça, c'est peut-être pas l'idée du siècle de faire de l'investissement immobilier comme ça. Et le troisième levier, derrière, c'est de la diversification. Et donc, cette diversification, je la fais avec, en gros, des placements financiers de la bourse. Je ne suis pas crypto du tout, parce que j'y connais rien, et ça ne m'intéresse pas. Donc, vous allez me dire, tu pourrais gagner plus en faisant de la crypto. Oui, mais non, moi, je gagne en travaillant. Vous allez peut-être vous foutre de ma gueule, je m'en fous, ça me va. Je gagne de l'argent en travaillant, et après, je le sécurise en le plaçant dans l'optique d'améliorer la situation de mes enfants. La crypto, je ne comprends pas suffisamment bien ce qui s'y passe et c'est trop abstrait pour moi, donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas, vous allez me dire oui, moi j'ai gagné tant, c'est très bien, tant mieux pour toi. D'ailleurs, si tu veux que je t'aide à diversifier, tu peux me consulter pour que je t'aide à monter une boîte avec tout ce capital-là. Moi, personnellement, pour l'instant, je ne fais pas de crypto. Voilà, j'ai pas envie de le placer dans des tulipes. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'allusion aux tulipes, j'en ferai peut-être une vidéo une autre fois. Et après, ma stratégie en bourse, c'est de la diversification. Comme mes investissements professionnels sont très sensibles à tout ce qui est technologique, j'investis principalement dans des choses qui ne sont pas technologiques. Encore une fois, je vous expose ma stratégie. L'idée, c'est que vous preniez des bonnes idées pour développer votre stratégie à vous. C'est pas que vous fassiez la même que moi. Je garde à peu près 5% de mon patrimoine en liquidité, placé sur un livret bancaire classique. Et la différence donc entre les investissements que j'ai faits et ces 5% de mon patrimoine, c'est ce que je place en bourse. Mon objectif de long terme, c'est d'avoir 60% de mon patrimoine en immobilier. 60% parce qu'en fait, j'ai un petit patrimoine, je suis loin d'être millionnaire. Donc,
tant qu'on a un petit patrimoine, l'idée, c'est de vraiment sécuriser ma résidence principale. Ma résidence principale est presque intégralement à moi. L'idée, c'est que les loyers que je vais gagner, ils vont payer les biens dans lesquels sont les gens, plus une partie de l'entretien de ma résidence principale. Et je veux avoir suffisamment de revenus immobiliers à côté pour payer non seulement ma résidence principale, enfin aujourd'hui elle est payée, mais tous les frais qui s'y rattachent. Je veux que ce soit mes locataires qui payent ça. C'est ma stratégie d'investissement. Et ensuite, pour les 40% qui restent, c'est 35% de placement financier. Aujourd'hui, c'est beaucoup les entreprises dans lesquelles je travaille. Donc, j'essaye de diversifier et progressivement de sortir ça pour le répartir un petit peu sur d'autres choses. Et dans cette stratégie, je fais de l'investissement aussi local hors tech. C'est-à-dire quand j'ai l'opportunité, je suis dans un club d'investisseurs locaux, et quand j'ai l'opportunité, je place de l'argent dans des petites boîtes dont je connais le patron. Souvent, je ne le connais pas évidemment avant qu'ils viennent nous demander de l'argent à mon club d'investisseurs. Mais on étudie le dossier, on discute avec lui, on discute de sa stratégie, on est plusieurs à investir. Donc mes camarades du club, ils sécurisent assez bien. Moi, je suis assez jeune. Eux, souvent, c'est des gens qui ont 50 ans ou plus, qui ont déjà investi dans plusieurs endroits. Donc ça me sécurise pas mal. Et du coup, je profite de ça pour investir dans l'économie locale. Moi, je trouve ça assez vertueux d'investir dans l'économie locale plutôt que uniquement en bourse. Ouais, la bourse, c'est bien pour être moins exposé. Mais moi, j'ai envie que mes enfants aient du travail aussi. Et donc, qu'il y ait des entreprises à côté de chez moi qui soient capables de les embaucher. Du coup, je les finance. Je les finance. Ce que je vous dis, c'est quelques milliers d'euros par an. C'est pas énorme. Et encore pas tous les ans. Il y a des années où je finance rien. Mais je crois que la plus grosse mise que j'ai mise, c'est 10 000 euros sur une année. Alors, il faut se le permettre, je suis d'accord, c'est mon métier qui me permet de faire ça, mais ce n'est pas non plus un investissement délirant, quoi. Si je le mets, c'est que je suis capable de le perdre. Donc ça, j'aime bien ce truc-là. Et ce que j'aimerais bien, c'est que ce soit en gros 30% de mes actions à terme, quand j'aurai soldé toutes les actions liées à mon activité, donc peut-être dans 40 ou 50 ans, j'en sais rien. Mais à terme, j'aimerais bien que ce soit à peu près 30% de mes placements et 70% un petit peu à l'échelle mondiale dans des trucs. J'essaye aussi d'être assez vertueux dans mes placements, de pas faire des trucs trop délirants, mais bon, c'est toujours compliqué, quoi. Quand on fait de la finance, la vertu, bon, voilà. On n'est jamais sûr et certain de ce qu'on fait, quoi. Bon, voilà, ça c'était ma stratégie à moi. Je dis pas que c'est ce qu'il faut que vous fassiez. C'est juste pour la discussion, pour attaquer la discussion, et je vous ferai sûrement quelques vidéos sur des points particuliers. J'espère que ça vous a intéressé. C'est assez nouveau pour moi la partie investissement, mais je pense que c'est important pour se sortir de la merde. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous pensez que des vidéos similaires vont vous intéresser, abonnez-vous. Mais ici, je parle beaucoup d'entrepreneuriat. Donc, si l'entrepreneuriat ne vous intéresse pas du tout, c'est peut-être pas la peine. Si vous voulez, il existe un serveur Discord si vous voulez parler de vos projets. Et sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.